Je vous souhaite la bienvenue pour cette conférence Histoire de territoire, design de demain. L'occasion ensemble d'aborder un sujet inédit consacré à l'horlogerie avec un titre qui pourrait soulever beaucoup de perplexité, l'horlogerie philosophique. Alors comment effectivement parler à la fois de microbiologie, de coquilles d'œufs, en relation avec des micro-techniques d'horlogerie. C'est cette histoire fascinante qui a été retenue dans le cadre de la France Design Week que j'ai le plaisir de vous faire découvrir à travers cette conférence autour d'une famille de bijoutiers horlogers dans la baie du Mont-Saint-Michel qui s'est véritablement inspirée de ce mariage inédit. Alors pour parler d'horlogerie, je vous propose effectivement une odyssée vers la mer en nous intéressant tout particulièrement à un village. Ce village s'appelle Vildé-la-Marine et aujourd'hui rattaché spatialement à une commune aux portes de la Bretagne et de la Normandie, dans la baie du Mont-Saint-Michel, qui est la commune d'Irel. Alors, quelques photos nous permettent de situer effectivement le cheminement géographique de ce village qui, voyez, dans son axe depuis la place de l'église, nous mène directement vers les grèves du Mont-Saint-Michel, rythmées par le flot des grandes marées. Et il est possible, vous voyez, entre ces vieilles bâtisses qui compose ce village, d'y trouver un passage vers la mer. Alors, une mer qui s'étend dans une baie millénaire, hein, la baie du Mont-Saint-Michel, riche à la fois d'un arrière-pays très largement tourné vers l'agriculture, mais dans un esprit d'ouverture autour des activités de la conche, comme on dit ici dans dans la baie du Mont-Saint-Michel, la conchiculture, les coquillages, les établissements ostréicoles que vous voyez ici en photo et qu'il est toujours possible de croiser à l'extrémité ouest du village de Vildé-la-Marine. Les cartes nous permettent aussi de mieux découvrir l'urbanisme, la construction de ce territoire tel qu'il a été mené avec ici un plan de situation sur le cadastre qui remonte à 1828 et dans lequel, de manière assez visible, on voit apparaître un village très largement orienté sur le littoral, tourné vers la mer, et qui est aussi entouré de parcelles agricoles, de haies bocagères qui soulignent la double identité du territoire, à la fois orienté vers le monde de la mer, mais très largement aussi vers le monde agricole. Alors, à quand remonte précisément ce village de Villers-la-Marine? Il est cité pour la première fois en tant que paroisse au XIVe siècle, mais 2 siècles auparavant, Villers-la-Marine appartenait à l'abbaye du Mont-Saint-Michel et elle dépendait de la paroisse de Saint-Benoît-des-Ondes. Plus tard, ce territoire passera sous la commanderie du temple de la Guerche. Et d'ailleurs, le nom qui fait directement référence à ces dépendances, Vildé ou Villa Dei, ville de Dieu, nous permet de rappeler l'importance de ce hameau d'origine templière. Alors,
bien plus que le bourg de la commune d'Irel, aujourd'hui au carrefour de deux départements, la Manche et l'Ille-et-Vilaine, le village de Vildé, qui est disposé, comme vous avez pu le voir sur la carte, en rue longeant le littoral, conserve dans son urbanisme, dans son plan de structuration, euh, une trace visible des activités liées à la mer. Alors, à l'instar de l'église qui a été rebâtie en 1855, la majorité des maisons ont été reconstruites au XVIIe, XVIIIe, XIXe et XXe siècle. Nous allons nous intéresser à un élément particulier du patrimoine religieux de ce territoire, c'est l'église paroissiale Saint-Louis, que vous voyez ici sur des photos anciennes, qui est en quelque sorte un vaisseau de pierre dans la baie du Mont-Saint-Michel avec un plan très particulier en croix latine, qui est doté d'une flèche que vous voyez poindre à l'horizon et également un clocher porche en façade. Voici quelques photos plus récentes qui nous permettent aussi de situer la place de cette église paroissiale au sein du village de Vildé-la-Marine depuis l'est de ce hameau. Alors, nous allons regarder avec intérêt comment finalement un savoir-faire à la croisée entre science, artisanat, art et technique a aussi laissé un témoignage assez inédit au cœur de ce patrimoine et de ces traces spirituelles dans la baie du Mont-Saint-Michel. Outre les deux églises du XIXe siècle, réunies au sein de la même paroisse depuis la transformation de celle de Vildé en succursale, la commune compte 11 croix monumentales, ce qui montre à quel point l'empreinte du patrimoine spirituel religieux est importante en baie du Mont-Saint-Michel. Nous allons nous attarder tout particulièrement au mobilier de l'église paroissiale Saint-Louis, qui ici est en photo, vous offre l'occasion d'observer les nombreuses traces et références qui apparaissent sur cette photo. Au milieu du XIXe siècle, l'architecte malouin Jean-Gabriel Franjeul reconstruit l'église Saint-Louis qui avait été démolie en 1793, période post-révolutionnaire, période liée à la terreur. Et le mobilier très simple, tel que vous avez pu le voir en photo, souligne une certaine homogénéité et a été le fruit, comme vous pouvez l'apercevoir ici, à travers les éléments qui en ressortent, de deux campagnes principales. Une première qui va démarrer vers 1850 et qui permet de faire apparaître des hôtels secondaires de style néoclassique, des bancs de chêne, mais également d'autres éléments qui seront ajoutés au fil de temps, corrigés par des travaux de restauration, des hôtels, la disposition également de statues à la symbolique saint-supplicienne, statues en bois également de Saint-Louis, qui porte une couronne d'épines, la main de justice et un manteau semé de fleurs de lys. Alors, il serait possible de aussi s'intéresser à d'autres éléments de cette église paroissiale
et en particulier les verrières. Mais je vous propose de nous intéresser tout particulièrement à une horloge. Horloge qui a été conçue, réalisée par un horloger de la baie du Mont-Saint-Michel, dont son nom apparaît à la fois sur le cadran et la pièce que vous voyez est tout à fait unique parce qu'elle a intégré du perlage, technique d'ornementation de perles, de pierres précieuses que vous pouvez voir apparaître ici et qui était également très courante dans un certain nombre d'objets d'art. Parmi les précisions relatives, les inscriptions qui apparaissent sur cette horloge, une étiquette mentionne celui qui l'a réalisé, Léon Lognonnet, avec également, y est fait mention une adresse à Dol de Bretagne, avec un emplacement bien connu qui est la grande rue d'Estuart. Alors, cela nous amène à nous intéresser, et c'est le thème de cette conférence, Histoire de territoire, design de demain, à finalement le positionnement atypique qui a pu exister entre Dol de Bretagne, le pays de Dol, et Vildé-la-Marine, et qui en ont été finalement les protagonistes. Qui étaient les l'Ognonais, quel rôle ont-ils joué dans ce savoir-faire horloger? Quel témoignage laisse-t-il dans la baie du Mont-Saint-Michel? C'est le questionnement que je vous propose de redécouvrir à travers cette conférence. Nous allons revenir sur cette grande rue des Stuarts et nous rendre à Dol de Bretagne, fièrement campé sur la falaise de l'ancien rivage de la baie du Mont-Saint-Michel. Ici, des photos qui peuvent attirer l'attention des visiteurs qui souvent découvrent Saint-Malo ou se rendent au Mont-Saint-Michel et ne prêtent peut-être pas suffisamment attention à cette cité attachée au nom également d'un roi, Salomon de Bretagne, successeur du roi Nominoé. Salomon est le nom d'un roi biblique, d'abord en Israël, mais il désigne aussi en breton Salin, roi de 1857 au 25 juin 1874, qui a défendu, comme son prédécesseur, l'autonomie religieuse de la Bretagne, qui était jusque-là rattachée nominalement à la province ecclésiastique de Tours. Il y a donc existé une rivalité entre Tours et Dol de Bretagne, et la cathédrale que vous voyez ici rappelle le combat acharné à la fois du roi Nominoé et du roi Salomon de Bretagne pour y inscrire un leadership spirituel euh, dans le duché dont ils avaient la charge. Salomon porte aussi le nom des îles du Pacifique qui ont été découvertes par Alvaro de Mendania. Et ces îles aujourd'hui sont reliées à Sydney et Singapour par voie aérienne. Alors cette vie autour de l'insularité, de la maritimité, cette vie près de la mer, cette économie bleue, ces traditions et hybridations imaginaires ont inspiré tant les Austronésiens des mers du Sud que la ville de Dol de Bretagne, cité au passé riche et prestigieux, qui a conservé bien mystère. On peut en apercevoir ici les fortifications qui, à bien des égards, peuvent présenter des analogies avec les fortifications de la ville de Rennes, la porte mordelaise, porte de Mordel, qui a servi aussi à protéger la ville. Eh bien, quelle relation a-t-il pu exister avec le Mont Saint-Michel
Et pour cela, il faut s'intéresser à plusieurs mondes et légendes, à un certain nombre de traces, et en particulier le mont Dol, ce rocher granitique haut de 65 mètres qui a inspiré de nombreuses légendes. On raconte que Saint Michel le diable s'y serait affronté et que les griffes et le siège du diable, mais également l'empreinte de Saint Michel, visible sur la roche, attestent de ce combat légendaire. Alors, ici, une vue exceptionnelle, un belvédère qui nous permet de nous projeter sur la baie du Mont-Saint-Michel depuis le pays de Dole. Eh bien, le mont Dol est lui aussi diablement imposant, car ce tertre qui domine les marais de la baie du Mont-Saint-Michel, à 65 mètres de hauteur, est une terre sacrée et légendaire depuis la préhistoire, avec un panorama à couper le souffle. Et au pied du village, les fresques de l'église Saint-Pierre, datant des XIIe et XVe siècles, témoignent de la puissance sacrée qui habite ce mont granitique, foisonnant de légendes. On dit que le diable y a construit un palais immense sur un rocher, le mont Saint-Michel, et que jaloux, Saint-Michel lui proposa de l'échanger avec un château de verre au sommet du mont Dol. Et ce château se révéla de glace et fondit pour y former l'étang. Aujourd'hui, le Mont Dol, site paléolithique, est aussi un lieu d'escalade et la tour Notre-Dame, ainsi qu'un châtaignier multicentenaire, veillent sur la beauté des lieux, comme vous pouvez le voir ici, sur cette illustration dont on retrouve effectivement cet esprit de hauteur et qui permet de surplomber la baie du Mont-Saint-Michel de Cancale à Granville. Alors beaucoup de légendes finalement entourent Saint-Michel et le diable autour de ce château de glace. Euh, et il est possible effectivement de se retrouver au contact de ces légendes si prégnantes dans la baie du Mont-Saint-Michel. À travers de nombreuses histoires qu'il est agréable de faire vivre en tant qu'élément du patrimoine immatériel à travers des contes et également des légendes. Alors, ce grand passé de légendes, de récits et de contes nous amène à nous intéresser à la valeur du temps et tout particulièrement à l'ensemble des outils de précision, de calcul, la dimension philosophique qui se rattache à la gestion du temps. Et pour s'y intéresser, cette conférence, Histoire de territoire, design de demain, vous propose de se projeter dans l'horlogerie philosophique qui est un voyage qui dépasse très largement la relation entre Normandie et Bretagne, mais aussi nous ouvre des portes avec d'autres régions, et je pense en particulier au Jura. Vous savez que Dole, ville de Pasteur, a inspiré Dole de Bretagne, fièrement campé sur la falaise de l'ancien rivage de la baie du Mont-Saint-Michel. Et dans le cadre de cette France Design Week, eh bien, nous allons regarder comment le rôle de la microbiologie a aussi conduit un bijoutier horloger à reconvertir des micro-techniques d'horlogerie pour développer les industries probiomères dans la nutrition santé en baie du Mont-Saint-Michel. Cette baie millénaire qui est tellement rattachée à un cycle, ce cycle des marées, ce rapport au cosmos, à la Lune, qui témoigne comme une évidence de l'attachement au temps qui passe et au processus lié à l'invention active. C'est donc ce que je vous propose de découvrir des débuts dans l'horlogerie à l'invention active, la vie d'un innovateur. Alors, l'horlogerie a une part d'innovation, bien entendu, à la croisée des sciences, de la technique
de l'art, mais regardons avec détail les motivations qui ont précédé cette envie de recherche et d'innovation. Vous avez ici en photo la bijouterie horlogerie de la Grande Rue des Stuarts, fondée par Théophile Lognonnet, qui, pour éviter une concurrence directe avec son frère horloger, parti s'installer à Tours, va choisir cet emplacement historique euh, qui sera une vitrine à la fois importante pour une marque auquel il était très attaché puisqu'il en était le détaillant principal en baie du Mont-Saint-Michel, la marque suisse Zénith, qui aujourd'hui est la propriété du groupe de luxe LVMH, et la marque Zénith a été récompensée par le Grand Prix de l'Exposition universelle de 1900. Parmi les personnalités ayant porté une montre Zénith figure notamment le guide politique et spirituel de l'Inde, Gandhi. Vous savez que cette montre de poche en argent était l'une de ses rares possessions matérielles et qui accompagnait son quotidien en signalant notamment ses heures de prière grâce à une fonction d'alarme. Alors nous retrouvons ici la grande rue des Stuarts et la marque Zénith qui rayonne finalement dans cette ville, qui profite de cette vitrine dans cette grande rue principale de la ville, accompagne très largement des innovateurs, des preneurs de risques, et je pense en particulier à des pionniers de l'aviation comme Louis Blériot, rendu très célèbre par sa traversée de la Manche. Et cette marque Zénith a toute une histoire, parce qu'elle a été fondée en 1865 par Georges Fabre-Jacot, qui sera le premier en territoire suisse à imaginer et à bâtir de vastes et lumineux espaces dédiés à l'horlogerie où le travail est contrôlé de bout en bout et industrialisé en s'inspirant notamment de techniques nord-américaines. Et en particulier, c'est l'exposition universelle de Philadelphie en 1876 qui a été un révélateur de cette grande tendance, de ces transformations autour des manufactures horlogères. Alors, quelques photos de ce site de Philadelphie qui a accueilli des exposants du monde entier, des pavillons dans lesquels des pays de tous les continents étaient représentés, montrant à quel point finalement l'horlogerie reflète aussi un élément exceptionnel de complémentarité, conjugaison, synergie de talents, y compris étrangers, puisqu'encore aujourd'hui, l'horlogerie est très largement faite par des étrangers. Rappelons d'abord qu'elle s'est implantée au milieu du XVIe siècle à Genève, où s'étaient réfugiés de nombreux protestants, français et italiens. En 1541, le réformateur protestant français établi à Genève, Jean Calvin, a interdit le port d'objets ornementaux, forçant les orfèvres et joailliers à se tourner vers un autre art, à savoir l'horlogerie. Toujours des images assez saisissantes de l'exposition universelle de Philadelphie, qui a été un élément fort euh, du rayonnement mondial de l'horlogerie. Eh bien, comment va se transformer cette aventure horlogère dans la Grande Rue des Stuarts d'une formation technique à peine esquissée, d'où naissent des passions. Passion pour le grand large, passion pour la mer. Ici, vous voyez un bateau, je vais y revenir, le Saint-Pierre, en partance vers l'archipel de Chausey, archipel situé entre Jersey et la baie du Mont-Saint-Michel. Eh bien, c'est ce point de départ qui va être si particulier pour Théophile Lognonnet, qui va observer dans la baie du Mont-Saint-Michel que les brisures de coquillages produisent des richesses nutritionnelles pour renforcer le calcium de coquille d'œuf. Et l'orfèvre va alors observer les propriétés du calcium organique vivant. Et ce minéral, présent dans le sable coquillé de la baie du Mont-Saint-Michel, permet à la fois de fertiliser des sols, mais aussi d'améliorer la recherche en nutrition santé. En outre, ce bijoutier horloger va utiliser des microtechniques d'horlogerie pour exploiter des minéraux marins.
Pour accompagner ces découvertes, il va se porter acquéreur d'un bateau que vous avez vu en photo, le Saint-Pierre, dont le nom faisait référence à Césarée, l'ancien nom antique de Jersey, qui était associé à différents personnages du Nouveau Testament. Pierre, Paul, Hérode et Pilate. Le nom Césarée pour désigner Jersey a été maintenu jusqu'à ce que l'Empire romain se christianise et devienne Ennium, forme latinisée désignant la très grande. Jersey se trouvant être la plus grande île mentionnée dans l'itinéraire d'Antonin qui se situe entre Aurigny et Ouessant. Alors, des débuts de cette aventure industrielle, de cette passion pour l'horlogerie, débouche d'abord une implication totale, mais l'une des clés de la réussite, c'est un travail acharné. Pour réussir son pari, Théophile Ollinet va poser les bases d'une entreprise familiale. Il entend que le savoir-faire soit transmis de père en fils, de génération en génération pour innover. Il le rappelle, nous ne sommes pas une génération d'héritiers, nous sommes une génération d'entrepreneurs. Et il accorde une importance à la prospective, à la recherche appliquée. L'horlogerie a besoin d'OPA, oser, préparer et anticiper le monde de demain. Il va, à ce titre, y développer une culture de propriété industrielle en déposant des brevets. L'ensemble des procédés vont être industrialisés grâce à des brevets et permettre aussi de favoriser une forte émulation locale pour décloisonner l'innovation. La valorisation de nouvelles ressources liées à la mer rythme à l'époque de nombreuses entreprises de l'économie locale, les rouliers, euh, les, les Dior à Granville et bien d'autres familles encore. Cet écosystème de l'innovation va susciter beaucoup d'intérêt de la part d'innovateurs qui regardent le fonctionnement d'un certain nombre d'usines, et en particulier les usines Dior, dans le négoce puis la fabrication d'engrais naturels. Pionnière dans l'importation des guanos du Pérou et de la fabrication de guano dissous, la maison Dior a été la première à vulgariser en France l'emploi des scories, des phosphorations qui sont mélangées à de l'acide sulfurique. En 1860, celle-ci avait d'ailleurs obtenu un marché, le marché de la récolte des boues domestiques, qu'elle revendait aux agriculteurs une fois transformés et fermentés. Alors ici, vous pouvez retrouver en photo la première usine des industries probiomères. Eh bien, la crise de 1936, pardon, va totalement renforcer l'entreprise. À la fois parce que la découverte qui a été faite autour du calcium organique vivant est récompensée par la prime d'honneur du ministère français de l'Agriculture. Elle récompense à la fois l'invention qui est faite d'un complément alimentaire naturel capable de renforcer le calcium de coquille d'œuf et d'approfondir de nouvelles recherches pour demain. Lors de cette récompense, un hommage est fait à l'œuvre de Victor Hugo, Les Travailleurs de la mer, lors de son exil à Guernesey, où l'écrivain avait imaginé la figure d'un roi au crinier de l'océan, qui aurait trouvé le bonheur dans ces états, puisque la Constitution dont il est l'auteur refuse le droit d'entrer à l'or et à l'argent sans son autorisation, la seule monnaie ayant cours est le coquillage, dont la mer est l'inépuisable coffre-fort. L'intérêt porté au calcium de l'œuf par Théophile Lognonnet, bijoutier horloger, a été salué dans la mesure où les œufs sont encore aujourd'hui considérés comme des chefs-d'œuvre de la joaillerie. Le détail qui est associé au design, qui s'y rattache, on nourrit un capital de créativité et d'imagination. L'œuf à la poule est un œuf de Fabergé impérial, le premier d'une toute série de 52 œufs qui avait été réalisé sous la supervision de Pierre-Karl Fabergé pour la famille impériale russe, les Romanov.
Et le tsar et la tsarine avaient tellement apprécié l'œuf qu'Alexandre III en commanda un nouveau pour sa femme à chaque période de Pâques. Et ces œufs ont beaucoup symbolisé dans des unions princières, royales, une forme d'amour éternel comme celle qui a pu exister entre Marc-Antoine et Cléopâtre. Voici la prime d'honneur du ministère de l'Agriculture en 1936, remise à Théophile Ognonnet. Et ces horloges philosophiques, peut-être, en tous les cas, ces horloges en forme d'œuf qui ont tant bercé la cour des tsars de toutes les Russies. Regardons maintenant l'importance des réseaux de sciences et d'innovation indispensables à la jeunesse de découverte, puisque l'entreprise, les industries probiomères vont appuyer leur développement depuis la Bretagne vers la Suisse, l'Allemagne, le Royaume-Uni et même les États-Unis. En recherche de développement, ils vont cultiver des partenariats atypiques. D'abord dans l'Allier avec des filières de l'économie monastique, en particulier les moines de l'abbaye de Sept-Fonds qui fabriquent la germaline. Et Théophile Ognonnet va aussi s'attacher en relation avec des milieux scientifiques à développer des relations épistolaires avec la biologie, en particulier en relation avec Lucie Randouin, agrégée de sciences naturelles en 1911, à une époque où l'agrégation était réservée aux hommes, puis doctoresse en sciences en 1918, elle va devenir la première femme à enseigner en Sorbonne et à rejoindre par la suite l'Académie de médecine. Après le décès de Marie Curie en 1934, aucune femme n'est entrée à l'Académie de médecine avant Lucie Randouin. Un siècle plus tard, la place des femmes dans les institutions médicales reste congrue. Les travaux de cette scientifique oubliée, au parcours très atypique, ont permis de développer les filières du territoire entre terre et mer. Et ces publications scientifiques ont permis de valoriser les apports de coquillages et de minéraux marins. En 1944, elle avait notamment conservé des sérums et des vaccins de l'Institut Pasteur dans des sous-sols pour la résistance. Avec la grande bascule de la pharmacie, de la recherche chimique vers la biotechnologie, l'essentiel des nouveaux médicaments est issu tout parti de travaux académiques. Voici Pasteur, que l'on retrouve ici dans la grande cour, en face de la chapelle de la Sorbonne. Vous voyez comment Pasteur, depuis Dole du Jura, a très largement inspiré Dole de Bretagne. Et pour continuer à faire circuler cet esprit d'entreprise, cet esprit scientifique, les villes-ports ont apporté une stimulation supplémentaire à cette synergie. D'abord parce qu'en baie du Mont-Saint-Michel, à partir de 1967, d'importantes périodes de pénurie de coquillages se font sentir. Il y a des maladies qui rongent les huîtres et cela fragilise les filières d'approvisionnement pour l'alimentation du bétail. Il faut alors s'intéresser à de nouvelles alternatives, importer de nouveaux produits et les industries probiomères vont justement auprès d'importateurs s'intéresser à la farine de manioc de Madagascar. Le rôle des ports, Nantes, Saint-Malo, La Rochelle, Granville, Honfleur, Le Havre, Dunkerque, Marseille sera décisif parce que ces portes maritimes seront aussi des lieux d'innovation très importants dans le domaine de la nutrition santé, parce qu'avec leur hangar et leur capacité logistique, elles permettent, comme à Nantes, au niveau du hangar à bananes situé quai des Antilles, de servir de boîte à idées et de faire vivre, entre guillemets, une sorte de Babylone de l'agroalimentaire et du consommer autrement entre terre et océan. Ce mouvement sera suivi par plusieurs figures du syndicalisme agricole. Je voudrais citer Henri Robichon, mais plus largement, cette transition agricole et agroalimentaire est présente dans des outils de prospective, toile industrielle mise en avant, notamment à la halle au sucre de la ville de Dunkerque dans les Hauts-de-France. Si nous regardons aussi la cité phocéenne en 1953, le premier service de diététique a été créé à l'Hôtel-Dieu de la ville de Marseille.
Après tous ces changements du monde agricole d'après-guerre, l'idée de se regrouper pour être innovant est parue de plus en plus pertinent et des villes-ports ont joué un rôle de tiers-lieux maritimes précurseurs. Précurseurs pour l'économie circulaire, précurseurs pour jouer cet apport d'incubateurs tremplins et de permettre de construire des filières d'approvisionnement ultramodernes. Vous le voyez ici dans des carnets de commandes, euh, d'anciens feuillets et des archives retrouvées des industries probiomères apparaissent la farine de manioc de Madagascar. Alors l'innovation est-elle aujourd'hui et peut-être pour demain un acte de résistance? C'est un questionnement qui mérite d'être posé dans le cadre de la France Design Week. Il y a eu aussi dans le parcours de Théophile Ognonnet celui d'un ancien combattant et qui était passionné d'innovation, qui croyait profondément en l'avenir, qui était profondément humaniste. Et sans doute que l'innovation s'appuie sur des réseaux, mais elle est aussi profondément individualiste parce qu'elle croit aux individus. Et sans doute que la France Design Week invite l'ensemble des créateurs, des designers, des porteurs de projets innovants à être de nouveaux combattants, malgré toutes les difficultés qui ont pu se poser pour pérenniser leur activité dans le cadre du Covid, eh bien, rester et toujours faire acte de résistance, rester battant, vaillant et continuer à inventer et à imaginer l'avenir. Je voudrais vous remercier à tous pour votre attention, vous encourager à suivre d'autres conférences, Histoire de territoire, design de demain, organisées dans le cadre de la France Design Week. Et je suis à votre disposition pour partager avec vous des archives, des travaux de recherche qui ont mené à organiser cette conférence. Et tout simplement, si vous souhaitez recevoir également les planches, la présentation de ce document, je peux tout à fait vous transmettre la documentation à cet effet. Je vous remercie à tous. Je vous souhaite une excellente France Design Week et je me tiens à votre disposition pour répondre à vos questions via la bulle de discussion, le micro ou tout simplement par email. Je répondrai aussitôt après avoir obtenu vos questions ou réactions. Merci infiniment pour votre attention.